Bonjour. Le Bitcoin a-t-il entamé une correction? Faut-il acheter le dip? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme tous les lundis, vous savez que, enfin, je dis comme tous les lundis, mais en fait non, justement, vous savez que le lundi en général, on fait une grosse vidéo assez longue sur l'analyse weekly en particulier, mais on va changer un petit peu le format des vidéos. C'est-à-dire que le lundi, la vidéo sera toujours sûrement un peu plus longue puisqu'il y a eu le week-end et donc il y a plus de choses à dire. Mais l'analyse weekly, au lieu de la faire simplement le lundi, on va l'étaler sur toute la semaine. Donc le lundi, on verra ce qui s'est passé pendant le week-end. On fera une petite analyse court terme. On fera évidemment un petit tour sur les vagues d'Elliott. Et on commencera l'analyse weekly par un, deux ou trois indicateurs qui se poursuivra un petit peu chaque jour de la semaine. Du coup, chaque jour de la semaine, il y aura une petite analyse court terme, un petit détour sur les vagues d'Elliott et un ou deux indicateurs weekly. Voilà, comme ça fera des vidéos plus régulières, mais aussi plus courtes. Voilà, donc sans plus tarder, on passe directement à la cryptomap. Cryptomap de la semaine, bien entendu, qui est plutôt mitigée. Le Bitcoin, vous pouvez voir que la semaine, il a fait une sorte de petit range, il a consolidé, puis il nous a fait des bougies haussières, surtout hier, pour là, pour l'instant, ravaler les bougies haussières. Donc, les altcoins sont également mitigés. On a quelques petites baisses, rien de très important, à part peut-être LDO 17% et Flow 15%. Sinon, c'est plutôt des 3, 4, 5, moins de 10%. On a des hausses également faibles et quelques altcoins qui ont quand même bien performé, comme Dash 14%, Apt 33%, DYDX 42%, FTM 19% et Mina 32%. Voilà, donc un peu d'incertitude sur le marché. On se tâte un peu, on se dit est-ce que la hausse est déjà finie, est-ce qu'on va rechuter, est-ce qu'on va continuer à aller plus haut? Donc du coup, les altcoins, ils sont comme le Bitcoin, ils sont un peu incertains. Donc c'est normal qu'on voie un peu de rouge et un peu de vert sur la map. Le CryptoFear, quant à lui, il continue euh, à monter. Il avait fait une sorte de petit range également pendant 2 semaines qu'il a cassé à la hausse. Donc il est sorti de la zone des 50. Maintenant, il est dans la zone des 60. Ça va pas être très intéressant pour nous. Je vous le dis clairement, entre les 50 et les 80, grosso modo, il n'y a pas grand-chose à analyser sur le CryptoFear. Les niveaux qui nous intéressent, nous, maintenant, à partir de maintenant, vont être les 40, qui en général, c'est la zone qu'on vient chercher quand il y a des corrections intéressantes en tendance haussière et quand on repasse au-dessus des 80, qui est en général la dernière phase d'une tendance haussière. D'ailleurs, il faut être prudent aux alentours des 80. Et quand on dépasse les 80, alors c'est pas forcément le moment de vendre, parce que souvent quand on casse les 80, on a une très belle envolée haussière, mais qui va pas durer très longtemps, qui va se terminer. Voilà, donc quand entre les 50 et les 80, eh bien, en général, il n'y a pas grand-chose à analyser sur le CryptoFear. C'est pourquoi on va passer directement au dollar. Le dollar, il ne se passe pas grand-chose non plus. Depuis pratiquement un mois, on est venu ici atteindre ce niveau intéressant de support. Je peux l'appeler un peu un triple support. On a déjà le bas du rectangle rouge que vous avez ici, qui est tout simplement la zone de rechargement de short de l'ancienne chute. On a également un niveau horizontal de support ici, où on a fait double résistance précédemment, donc niveau important. Et également en termes de Fibonacci, bien évidemment, si je me souviens bien, on a le 0,5 de Fibonacci. On va se replacer un petit Fibo du bas jusqu'en haut. Voilà. Et on a également le Fibo 0,5. Alors, je vais vérifier quand même. Voilà. Parfait. On a parfaitement le Fibo 0,5. Donc, comme je vous ai dit, c'est un niveau important. Donc, il y aura de la réaction. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rebond. C'est plutôt une consolidation. Après, si on passe en daily, on a un léger rebond ici, mais c'est plutôt léger. Quoi qu'il en soit, peu importe qu'on continue la baisse ou le rebond, pour l'instant, c'est positif. Si on continue la baisse, si on casse le niveau, eh bien entendu, ce sera bearish pour le dollar, mais ce sera bullish pour les crypto-monnaies. Et si on rebondit, il n'y a rien de grave. Au contraire, on attend un rebond. En tendance baissière, on a toujours des rebonds. Et c'est les rebonds, justement, qui vont nous marquer ensuite les tendances baissières. Quand il y a un rebond qui est rejeté, qui est juste un rebond, du coup, et pas une reprise de la tendance haussière, et qu'on revient casser, faire des nouveaux plus bas,
ça nous installe. Alors, je vais vous refaire un dessin comme chaque semaine. Hop, quand tu as un rebond et hop, ensuite, on revient recasser le niveau plus bas, eh bien, c'est là que ça nous dit qu'on est en tendance baissière parce qu'on fait des plus bas, toujours plus bas. On est rejeté par les niveaux importants de résistance et alors c'est très bearish, du coup, ça va être très bullish, bien entendu, pour les cryptos parce que ce qu'on veut, nous, c'est une tendance baissière long terme sur le dollar. Donc, peu importe qui casse ou qui monte, finalement, on est content. La seule chose qu'on ne veut pas, bien entendu, c'est que le rebond se poursuive, qu'il casse les niveaux importants et qu'on reparte en tendance haussière. Là, ce sera plutôt mauvais signe pour les cryptos. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc, les premiers niveaux en cas de rebond à surveiller, je vais vous les redire. Il y a tout simplement, on reprend le même Fibo. Donc là, on est sur les 0,5, le 0,5. Donc, le Fibo précédent va être important, le Fibo 0,382. Et vous pouvez voir que c'est un niveau ici de résistance, résistance, ensuite support, support, résistance. Donc niveau important, environ les 100, 105. Et ensuite, il y a cette petite ligne bleue, c'est tout simplement le Fibo non plus de la hausse, mais par rapport à la chute qu'on vient de connaître. Et c'est le Fibo, le premier Fibo important qui est le 0,382. D'ailleurs, hop, il est mal placé. Alors on va se le replacer. Voilà. Et on a ensuite ce niveau-là qui sera important, donc les 106 d'ailleurs qui n'est pas très loin des 105. Si on casse ce niveau, en général quand on recasse les 0,382, c'est plutôt bullish, donc ce sera plutôt bearish pour nous. Et ensuite, il faudra viser la zone de rechargement de short. Mais pour l'instant, on n'est pas encore. Pour l'instant, tout va bien par rapport au dollar. On peut donc passer au Bitcoin. Le Bitcoin, on va s'enlever ça pour le moment. On va passer en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a? Alors, en daily, on est en train de travailler la trendline. C'était le premier objectif, la trendline baissière qui dure depuis très longtemps. Alors, je vais rappeler tout de suite, c'est une trendline qui dure depuis le mois de novembre 2021. Donc, ça fait maintenant pratiquement 1 an et demi, pas encore, mais plus d'1 an en tout cas. Donc, c'est une trendline long terme qui se regarde en long terme. Donc, elle se regarde en daily, mais elle se regarde surtout en weekly. C'est une trendline weekly. Donc, ceux qui regardent les mauvaises choses, par exemple qui regardent une trendline weekly en time frame 1 heure, ça peut être dangereux parce que ça peut vous amener à prendre des décisions incohérentes. Par exemple, ici, on a cassé la trendline, on a clôturé au-dessus, on a eu une bougie de confirmation, tout va bien, on part à la hausse. Ça peut vous entraîner à prendre un trade haussier sur cassure de trendline. Seulement, ce n'est pas une trendline 1 heure, c'est une trendline weekly. Donc une cassure 1 heure, on n'en a rien à foutre, entre guillemets. Le grand minimum, et je dis bien le grand minimum, c'est le daily. Et comme je vous ai dit, normalement, c'est le weekly. Donc en daily, on peut voir qu'on a clôturé une bougie au-dessus, que pour avoir un signal haussier, il nous faut une bougie de confirmation. Malheureusement, la bougie de confirmation, on l'a pas du tout, puisque la bougie suivante est une bougie rouge qui repasse en dessous de la trendline et qui, si ça continue à baisser, on va même avoir une bougie qui va ravaler entièrement la bougie de hausse qu'on a eue hier. Donc vous voyez, je vous dis, si vous voulez jouer la trendline, c'est grand minimum en daily. Et encore, ça c'est pour les personnes les plus agressives, parce qu'on pourrait très bien avoir une clôture daily ou deux, donc confirmation, et repartir à la baisse. Et en weekly, ça nous donnerait seulement une mèche et ensuite clôture en dessous de cette trendline. Donc pour jouer la cassure de la trendline, normalement, c'est du weekly. Après, comme je vous dis, les plus agressifs, vous pouvez tenter en daily si on repasse au-dessus, qu'on a une clôture et confirmation, mais c'est un peu plus risqué. Donc ça, c'est pour le Bitcoin Daily. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On va aller faire un tour quand même du côté du RSI, voir s'il y a du changement. Donc on n'a pas trop de changement, à part qu'on a confirmé la divergence, même une double divergence. Vous voyez qu'on a un top ici, un deuxième top ici, un troisième top ici, et qu'on a un plus haut plus bas, et encore un plus haut plus bas. Donc double divergence. La base de la divergence se trouve ici, donc je vais vous la dessiner au cas où, se trouve ici. Donc, alors je dis que la divergence est confirmée, mais en fait, elle sera confirmée ce soir seulement à la clôture. Voilà, parce que pour l'instant, on est encore dans la bougie d'aujourd'hui.
Donc voilà, à la clôture, si on clôture comme ça, on aura la divergence daily confirmée. Voilà, donc techniquement, on devrait du coup continuer à baisser un petit peu. Donc ça, c'est pour le RSI. Maintenant, est-ce que le MACD nous confirme la baisse? Non, pas encore. Le stock RSI, on a bien un croisement baissier, mais pour confirmer, il faut passer en dessous. Alors on va zoomer, hop, la zone de surachat, donc ce qui n'est pas encore fait, donc la baisse n'est pas encore confirmée. Et le MACD, si je ne me trompe pas, il n'a pas encore croisé, donc il n'est pas loin. Si on continue à descendre un peu, on aura également un croisement baissier, mais ce n'est pas confirmé pour l'instant. Donc le RSI nous annonce une divergence qui peut être confirmée ce soir à la clôture, mais rien encore confirmé. Et on n'a pas encore les confirmations du MACD et du stock RSI. Donc il se pourrait que le repassement, on va dire, en dessous de la trendline soit un fake out et qu'on fasse encore un nouveau plus haut avant d'aller plus bas. Et ça, on verra ça avec les vagues d'Elliott. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, c'est pas le moment de passer à l'achat parce que maintenant on est sous la trendline. Ensuite, alors on va passer du coup au weekly et comme je vous ai dit aujourd'hui, on va voir que deux indicateurs et on en verra de demain, de après-demain, etc., tout du long de la semaine. Voilà, et on va essayer de refaire le tour de tous les indicateurs que je vous ai présentés tout simplement dans les deux vidéos qui sont là. Donc Bitcoin, confirmation du bull run et Bitcoin, on achète quand. Tout simplement, ces deux vidéos qui vont ensemble, qui font le tour d'environ 14 indicateurs, je crois, en tout. Et ça vous donne les niveaux de confirmation de fin de bear market et d'un nouveau départ haussier sur tous ces indicateurs. Voilà, donc ensuite vous les regardez tous et lorsque la plupart des indicateurs vous ont donné leur signal, vous pouvez passer à l'achat, bien évidemment, avec un taux de confiance assez élevé, avec des probabilités de réussite très élevées. Alors bien entendu, on a déjà vu pas mal de ces indicateurs, on a déjà vu que pas mal de ces indicateurs nous ont donné leur confirmation. C'est pour ça qu'on va voir 2 par jour pour refaire un peu le tour et pour vous remettre ça un peu en tête. Mais n'hésitez pas à aller revoir ces vidéos ou les voir si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Donc, on va commencer par aujourd'hui le RSI et le MACD et on continuera demain avec deux nouveaux indicateurs. Donc, le RSI, on a plusieurs choses importantes sur le RSI. Alors, on va hop mettre le graphique. On avait déjà la trendline. Vous savez que là, on a déjà eu la confirmation haussière. On a cassé la trendline, donc tendance baissière. On n'arrive pas à passer au-dessus de la trendline. On a eu la confirmation au début janvier, vers le 2 janvier. Donc break de la trendline, c'était le premier signal haussier. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on attendait? Deux choses. De passer au-dessus de cette ligne rouge. Alors, c'est quoi cette ligne rouge? C'est non seulement, vous voyez, le dernier plus haut. Donc, du coup, on inverse la tendance. On fait des plus hauts, plus bas. Et là, on vient de faire un plus haut, plus haut. On a inversé la tendance baissière. Et je dis bien sur le RSI. Parce que sur le Bitcoin, on a des plus hauts, toujours plus bas. Mais on n'a pas encore cassé les 25 000, niveau important, pour inverser cette tendance baissière. On a dépassé le petit niveau intermédiaire là, mais le vrai plus haut de ces niveaux-là, c'est ces trois-là, donc c'est les 25 000 $. Le RSI devance un peu le Bitcoin. Alors, est-ce que c'est, il nous donne un signal en avance, ou est-ce que c'est un fake out, c'est un piège? On verra ça dans les analyses et dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, le RSI, lui, il nous a déjà inversé sa tendance baissière. Voilà, chose que le Bitcoin n'a pas encore fait. Ensuite, ce niveau-là, il nous intéresse pas seulement parce qu'on inverse la tendance baissière, mais également parce que c'est le niveau en weekly le plus important sur le RSI. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est le niveau qui nous donne tout simplement les tendances baissières et haussières sur le Bitcoin. Vous voyez que quand on est au-dessus de ce niveau, alors ce niveau, c'est environ les 53, 54 sur le RSI. Vous voyez que là, on est au-dessus, toute cette période-là, et qu'on est très bullish. À partir du moment où on passe en dessous, on est bearish. On repasse au-dessus, et on repasse bullish en tendance haussière. On vient faire support sur ce niveau.
Quand on repasse en dessous, ce niveau maintenant il fait résistance et on repasse en tendance baissière. Quand on repasse au-dessus, il fait à nouveau support et on repasse en tendance haussière. Il fait support, il fait support, il fait support, il fait support durant tout le bull run. Et quand on repasse en dessous, vous voyez ici, eh bien, il fait de nouveau résistance et on repasse en tendance baissière. Il repasse au-dessus, tendance haussière, il repasse en dessous, il refait à nouveau résistance avec un petit fake out ici. Alors là, euh, c'est spécial également parce que c'était le Covid. Peut-être s'il n'y aurait pas eu le Covid, ici on aurait rebondi dessus et on serait reparti à la hausse. Donc la chute, on va dire, est normale. La puissance de la chute est fort probablement due au Covid, comme il y a eu sur tous les autres marchés financiers. Sans le Covid, on se serait peut-être arrêté, par exemple, aux 8000, quelque chose comme 7 ou 8000 dollars, et on aurait probablement rebondi sur ce support. Bref, on l'a recassé, et une fois qu'on est repassé au-dessus, il refait à nouveau support, retendance haussière. Ici, on l'a cassé un petit peu, pareil, tendance baissière, on repasse au-dessus, on vient faire support, et on repart à la hausse. Et au final, on l'a recassé. La dernière fois, c'était le 22 novembre 2021, donc vers ici, vers les 53 000 dollars. Gros signal baissier qu'on avait vu ensemble sur la chaîne. Puis, ce niveau fait résistance. Résistance ici, encore une fois, pendant que tout le monde s'enflammait ici aux 48 000 dollars, nous on avait dit attention, c'est un niveau de résistance très important, non seulement sur le graphique, des indicateurs, il y avait des moyennes mobiles, Dijishimoku, enfin on avait pas mal de choses ici, mais on avait surtout le niveau très important sur le RSI. On avait dit que tant que ce niveau n'est pas cassé, eh bien, il y a plus de chances qu'il fasse résistance et qu'on repart à la baisse. C'est exactement ce qui s'est passé. On a continué la tendance baissière, le bear market. Voilà. Maintenant, on a enfin eu le signal, on est repassé au-dessus de ce niveau. Alors, bien entendu, c'est confirmé. Alors, comme vous le savez, que c'est comme tout, quand on a une confirmation, il vaut mieux attendre une bougie supplémentaire pour vraiment confirmer. Donc, on a eu la première clôture une semaine, c'est ici. Et là, cette semaine, on est dans la semaine tout simplement de confirmation. Donc, est-ce que c'est un fake out ou est-ce que la petite chute qu'on doit avoir là, qu'on attend, ça va venir justement faire support puis repartir? Eh bien, on verra ça, bien entendu, à la fin de la semaine. Mais en tout cas, c'est déjà un très bon signal. Et si à la fin de la semaine, on ne repasse pas en dessous, ou du moins pas beaucoup, parce que vous voyez qu'on peut repasser très légèrement en dessous, hein, rapidement, des petits dépassements. Vous voyez, comme je vous ai dit, en plus c'est un niveau entre les 53 et 54. Là, je l'ai mis du coup au 53,87. Si je le descends pile au 53, voilà, selon où vous le placez, c'est une zone, hein, c'est pas une ligne vraiment précise pile les 53, c'est entre globalement les 53 54. Donc, clôture de la semaine sera également importante, mais quand même, c'est très positif parce qu'on a réussi à casser ce niveau. Voilà, donc ça c'est pour le RSI. Maintenant, le MACD. Alors, en weekly, vous savez que, eh bien, on est bullish. On est bullish depuis même très longtemps. On est bullish exactement depuis environ le 1er août. Voilà. Et malgré la chute qu'on a eue et la petite baisse qu'on a eue ici, le plus bas qu'on a fait, le MACD, à aucun moment, il n'est repassé bearish. D'ailleurs, le MACD, oui. D'ailleurs, le stock RSI, lui, il n'est pas repassé sous la zone de survente. Il est venu, regardez, quand on a fait la chute ici, tout simplement prendre support sur la zone de survente. Et le MACD, lui, est resté bullish. C'est pour ça que ici, on s'est dit, il y a quand même des chances que ce soit un fake out, puisque le MACD a trouvé un gros support, et le stock RSI a trouvé un gros support, et le MACD, il ne nous a pas donné de confirmation baissière. Vous voyez qu'on a eu le croisement haussier le 8 août, enfin le 1er août, et que à aucun moment on est repassé, on a eu les confirmations baissières. Voilà, donc pas de changement de ce niveau-là, toujours haussier. Le 2 semaines, lui, vous savez que c'est plutôt que lui qu'on regarde parce qu'il y a quand même de temps en temps des faux signaux sur le weekly. Donc on attendait comme confirmation plutôt le 2 semaines et qu'on a eu cette confirmation maintenant il y a pratiquement 2 ou 3 semaines. Ici, hein, donc le 2 janvier.
La semaine du 2 janvier, on a eu la première bougie verte. Et sur le stock RSI, on est repassé au-dessus de la zone de survente. Voilà. La semaine dernière, on a eu la bougie de confirmation. Maintenant, on est sur la troisième bougie. Donc, normalement, le signal est vraiment validé. Il a dû même être pris la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et tout est bullish. Donc, on pourrait peut-être regarder du coup le mensuel. Excusez-moi. Donc, le mensuel, quant à lui, toujours pas de confirmation haussière. Alors, le stock RSI, lui, il est toujours en zone de survente. On a eu un premier signal intéressant, c'est le croisement haussier. Alors, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, on a un croisement haussier, mais la ligne bleue n'a pas vraiment décollé. Elle s'est plutôt fusionnée, donc c'est pas un mouvement clair. Là, alors bien entendu, le mois n'est pas fini, mais il est bientôt fini. Donc, s'il n'y a pas de grosse chute, on devrait clôturer comme ça, c'est-à-dire avec quand même un décollement, donc une confirmation du croisement bullish. Mais vous savez que c'est pas suffisant, que la vraie confirmation, c'est de repasser au-dessus de la zone de survente. Vous voyez? Comme ici, c'est une belle indication. Ici, c'est une belle indication en tendance, pour nous indiquer une tendance baissière. Et quand on repasse au-dessus, c'est ici qu'on a les confirmations. C'est ici qu'on a la confirmation. Vous voyez? Et là, c'est ici qu'on a la confirmation. Alors, encore une fois, c'est une confirmation long terme. C'est du très long terme, c'est du mensuel. Donc, c'est surtout pas un moment pour ouvrir un trade, par exemple. Ou alors vraiment un trade très long terme, sur plusieurs mois. Mais, comme vous pouvez voir, par exemple, quand on a eu cette confirmation ici, on était quasiment au top des 14 000 $ et ensuite on a rechuté à 4 000 $. Mais sur le long terme, ça ne nous a pas empêché, on n'a pas fait de nouveau plus bas, voilà déjà d'une part, et de monter par la suite. Donc c'est vraiment du signal long terme. Donc lorsqu'on aura, c'est pour ça qu'en général, il ne faut pas non plus attendre ce signal pour commencer à passer à l'achat. Vaut mieux se baser sur le weekly ou sur le 2 semaines, mais c'est plutôt l'ultime confirmation. Parce qu'il y a vraiment très peu de faux signaux sur ce genre d'indicateur, sur du mensuel. Voilà. Mais en aucun cas, lorsqu'on aura les confirmations, ce sera le moment de prendre un petit trade haussier, par exemple pour quelques jours ou quelques semaines. C'est sur du long terme. Parce qu'on pourrait très bien être sur, alors je sais pas, je dis une connerie, 30 000 $ et redescendre aux 20 000 $ avant d'aller voir les 100 000 $. Donc, si vous prenez un trade, eh bien, finalement, il sera perdant, alors qu'au final, vous aviez eu raison. Vous aviez eu raison, mais vous avez perdu votre trade. Ça, c'est quand même dommage. Parce qu'il faut bien prendre en compte les time frames. Donc, le mensuel, c'est pour du long terme. C'est pas pour du court ou moyen terme. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir aller faire un tour du côté des vagues d'Elliott pour finir. Donc, il n'y a pas trop de changements, en fait. Donc, vous savez que... Alors, on va repasser en weekly déjà, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, que notre plan baissier s'est terminé en mois de novembre, après une flat qui a commencé en avril 2021. Une flat, c'est une correction piégeuse, une correction bullish, tout simplement parce que la première vague corrective de la correction, donc la vague B, va retracer très haut, soit un petit peu en dessous du dernier plus haut, soit au même niveau, soit même un peu au-dessus, comme maintenant. Donc, elle se fait en A, B, une B très puissante. Donc, tout le monde croit que, bien évidemment, on va partir to the moon parce qu'on a fait un nouveau plus haut. Et en fait, non, c'est juste un piège, c'est une flat, et on va repartir à la baisse. La flat doit être construite en 3 mouvements baissiers, A, B, C. Ensuite, A, B, C. Et pour finir, elle doit finir en 5 mouvements baissiers. 1, 2, 3, 4. Donc depuis ici, nous, on attend une vague 5. C'est pour ça que même si on avait un bottom potentiel ici, eh bien, il y avait quand même de fortes chances qu'on ait un peu plus bas. Bien évidemment, la 5 aurait pu finir, là, excusez-moi, aurait pu finir ici, en double bottom, mais dans la plupart des cas, on fait quand même un nouveau plus bas. Voilà, les tronqués, c'est plus rare, donc le scénario à privilégier, normalement, c'est d'aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc, chose faite, on peut conclure la vague 5, donc
cette vague-là est finie. La flat est finie. La correction, théoriquement, est finie. Bien entendu, on ne peut jamais être sûr à 100% des choses. Le plan est très bien et parfait. Au niveau du timing, on a vu également que c'était parfait, que cette correction-là dure 77 jours, cette correction-là dure 77 jours, cette correction-là dure 84 jours, c'est-à-dire une semaine en plus. Donc c'est vraiment très bien respecté au niveau du timing. Et vous voyez que c'est quand même assez uniforme, c'est quand même plutôt joli. Donc mon plan principal dit que cette flat est terminée et que maintenant on repart en tendance haussière. Donc on repart en tendance haussière, on repart sur des mouvements en 5 mouvements haussiers. On a fait un premier mouvement, donc maintenant on va passer en daily. On a fait une première vague haussière ici, une vague corrective 2, une 3 qu'on a potentiellement fini. Ensuite on attend donc une vague 4 et ensuite une vague 5. Après, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, si, bien entendu, le plan est bon et qu'on est bien en reprise de tendance haussière, eh bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ce sera juste la première vague, 2 vagues plus grosses. Donc, on aura une vague 1 à la fin de la 5. Une vague 2, donc on aura une correction assez importante. Ensuite, une 3, une 4 et une 5 pour aller voir beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, puisqu'on est encore dans cette petite vague. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer. Donc dans la dernière vidéo, qu'est-ce qu'on avait vu? On va passer en plus petit time frame. On avait vu que, alors on était quelque part par là, et moi je vous ai dit, j'attends un dernier push. J'ai pris un long ici. Alors, petite dette des trades. Alors vous savez que moi j'ai un trade ici au 15 400, 16 000, environ entre 15 500 et 16 000 $. Que j'ai déjà pris les profits. Alors, j'avais pris les profits au 0,382 et au 0,618. Donc, du coup, j'ai déjà pris 60% de profit. Et que le reste, je laisse couler. Voilà, il reste 40%, je laisse couler. Et que je vais monter mon stop petit à petit. Et que le trade se clôturera quand mon stop sera pris. Voilà, ça, c'est mon trade long terme. Maintenant, j'ai pris également, rappelez-vous, un petit court terme, un trade court terme, on va y arriver, ici, sur, alors c'était sur une sous-vague, hein, une sous-vague de 4, pour viser une petite 5, et ce trade est clôturé. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous avais annoncé les objectifs, donc ça, c'est pas un trade long terme, donc c'est un trade que je clôture dès que j'ai atteint les objectifs. Tout simplement, j'avais double objectif, alors j'avais objectif graphique, la trendline, voilà, et qui se cumulait parfaitement avec, tout simplement, alors je vais même le faire sur ce graphique, hop, l'objectif de ma vague 3. Donc pour l'objectif de la vague 3, tout simplement, on va en bas du départ, en haut de la 1, en bas de la 2, et le premier objectif, c'était les 0,618, sauf qu'on avait déjà dépassé largement. Donc ensuite, l'objectif, ensuite, c'était les 261,8. Et vous pouvez voir que les 261,8, ils correspondent à la trendline. Et regardez, la première fois qu'on est venu toucher, on est venu parfaitement toucher cette trendline et les 261,8. Et il y a eu un gros rejet. Vous voyez, là, ici, on a eu un gros rejet, une grosse mèche. Si je passe en 4 heures, ça va peut-être encore plus visible. Vous voyez, on est venu parfaitement toucher ce niveau et gros rejet. Donc moi, mes profits, ils étaient déjà, comment dire, ma clôture de trade était déjà prévue, programmée, j'ai même pas eu à me connecter. Le trade s'est clôturé au 23 700 $. Voilà, trade clôturé, c'est fini, on n'en parle plus. Alors si on va beaucoup plus haut, eh bien c'est pas grave, j'ai mon trade, il est gagnant, je suis content, j'ai atteint mes objectifs tout simplement. Voilà, puisque c'est un trade court terme. Mon trade long terme, lui, profitera bien entendu de cette hausse. Maintenant, je vous avais dit quoi aussi? Je vous avais dit que si les conditions sont réunies, je prendrai aussi un short. Alors, je vous ai dit aussi que je ne vous conseille pas de shorter. Pourquoi? Tout simplement parce que en court et moyen terme, on est en tendance haussière, on est en tendance haussière daily. Et donc, si vous prenez un short, vous jouez à contre-tendance, ce qui est plutôt dangereux, ce qui est réservé en général à des gens plus expérimentés. Donc, ce n'est pas un trade que je vous conseille de prendre. D'ailleurs, tous les trades que je vous énonce, vous pouvez les prendre, mais c'est à vos risques et périls. Moi, j'ai un money management
assez bon. Donc, je peux me permettre de perdre des trades sur la finalité. Je suis gagnant et je suis très largement gagnant. Même si je perdais plus de trades que j'en gagne, je serai quand même gagnant. Parce que quand je perds pas beaucoup. Et quand je gagne beaucoup. Voilà. Alors, j'ai la chance, enfin la chance et l'expérience. Du coup, j'ai quand même plus de trades gagnants que de trades perdants. Mais même si ce n'était pas le cas, je serais quand même gagnant. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un bon money management, si vous ne savez pas où placer vos stops, vos take profits, clôturer les trades, eh bien, vous pouvez être dans le bon sens, mais quand même perdre vos trades. Voilà. Donc là, un short, c'est risqué. Je vous l'avais dit dans les dernières vidéos. Si vous l'avez pris, si vous me suivez dans les trades, c'est à vos risques et périls. Vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui m'ont suivi sur le trade aux 16 000 $, tout simplement parce que je l'ai annoncé quasiment aussitôt après que je l'ai pris, et qu'on est resté très longtemps dans ces niveaux-là, et que j'en ai reparlé plusieurs fois avec mes objectifs, etc. Donc pendant 2 mois, pratiquement, on n'a pas bougé, on était toujours, 2 mois plus tard, on était toujours, vous voyez, aux 16 500 $, donc très, très près de mon prix d'entrée. Donc je sais qu'il y en a qui m'ont dit, qui m'ont suivi, ils ont pris un trade également avec des take profits équivalents aux miens. Donc c'est bien. Mais voilà, faites quand même attention. Donc, je vous avais dit que je prendrais un short au même niveau du coup de clôture de trade si les conditions étaient réunies. Structure. Je l'oublie à chaque fois celui-là. La localisation, voilà, et les confirmations indicateurs. Donc, on a eu tout ça. On avait eu la structure par rapport aux vagues d'Elliott. On avait la double localisation. Et on avait également diverses confirmations indicateurs, notamment double divergence, je vous en avais parlé, 4 heures, validé quand on a cassé ici. Bref, on avait tout ce qu'il fallait. Également, on avait des confirmations, hop, baissière en 12 heures, vous voyez, depuis ici. Malgré qu'on est parti faire un plus haut, vous voyez, on a croisé ici en 12 heures, ici. Et ça ne nous a pas empêché de faire un plus haut. Et bien justement, on a continué à baisser. On n'a pas eu de recroisement haussier. C'est grosse divergence également comme sur le RSI. Donc on avait tout ce qu'il fallait. J'avais tout ce qu'il fallait, moi en tout cas, pour ouvrir mon trade. Maintenant, en plus, j'ai eu la chance qu'on n'est pas parti beaucoup plus haut. Donc j'ai un stop très serré, du coup, parce que mon trade, il a été pris à 23 000. Mon short a été pris à 23 800 et on a été au plus haut à 23 930. Donc mon trade et mon stop est juste au-dessus, à 24 021 exactement. Donc à quoi, à 200 $ au-dessus. Donc c'est vraiment un stop ridicule. Donc même si on repart à la hausse, je ne perdrai pas grand-chose. Et encore une fois, c'est un trade court terme, hein, à peu près comme celui qu'on a fait là. Ça veut dire que je vise pas 15 000, 10 000 $, etc. C'est un trade pour viser cette vague 4, tout simplement. La vague 4, les objectifs, ils sont là. C'est un rectangle vert. Donc là, vous avez les objectifs de mon shirt, donc qui a été pris. Là, vous aurez les objectifs de la prise de profit de mon shirt. Donc, j'ai pas mis au hasard, hein, ça tout simplement. On est dans une vague 4, donc les objectifs. Alors là, je l'ai placé un peu vite, donc bon, c'est un peu décalé, mais voilà, vous avez compris. C'est 0,236, 0,238,2, tout simplement parce que la 2, elle est forte. Alors, je vais vous remontrer la 2. On va s'enlever ça pour y voir plus clair. Vous voyez que la 2 a dépassé les 0,236, la 2, les 0,618. Une 2 classique, c'est 0,5, 0,618. Une 2 faible, c'est 0,382. Alors là, c'est quasiment très faible. Et forte, c'est quand ça dépasse les 0,618. Donc on a dépassé les 0,618. On est pratiquement allé rechercher les 0,786. Donc quand on a une 2, d'ailleurs, hop, il faut que je le mette bien ici. Forte, en général, on a une 4 faible. Donc une 4 faible, c'est 0,236, 0,382. Voilà, donc techniquement, il y a peu de chances d'aller sous les 0,382. Alors, comme je vous dis, ça c'est une règle, c'est pas une règle obligatoire, c'est quelque chose juste qu'on a vu en regardant des milliers de vagues d'Elliott, que en général, quand la vague 2 est forte, la vague 4 est faible, et vice-versa, quand la vague 2 est faible, la vague 4 est forte. Ça ne veut pas dire que
de temps en temps, même si ça n'arrive pas souvent, on peut avoir une 2 forte et une 4 forte. Surtout quand on a une 3 forte. Voilà. Donc, ça, c'est les objectifs principaux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller rechercher, par exemple, les 0,5. C'est-à-dire les 20 100 $. Maintenant, si on casse les 0,5, on recasse en plus les 20 000 $, chiffre psychologique. Là, il faudra se dire que, alors, en termes d'Elliott Wave pur, c'est pas annulé, hein, tant qu'on ne repasse pas sous le sommet de la une, donc les 18 400 $, le plan est toujours bon. Mais les probabilités que le plan soit bon diminuent fortement si on casse les 20 000 $. Voilà, parce que techniquement, la 4 devrait s'arrêter dans cette zone-là. Donc, première take profit ici, deuxième take profit ici. Par contre, ce trade, je ne vais pas le clôturer ici. Je prendrai encore une fois probablement 30 et 30% de profit, donc 60%. Je laisserai 40% au cas où le plan n'est pas bon. Voilà. Et qu'on doit aller beaucoup plus bas, parce que c'est encore possible. Alors, dans quelles circonstances c'est possible? Alors, on va faire un peu de ménage. Eh bien, tout simplement, moi, mon plan, c'est qu'on a trouvé un bottom et que du coup, on reprend une tendance haussière. Mais si jamais je me trompe, car je peux me tromper, le marché fait ce qu'il veut, le Bitcoin, il fait ce qu'il veut. Si maintenant, après avoir fait une petite hausse, il a envie d'aller aux 12 000 $, il peut le faire. Voilà, c'est pas moi qui vais lui dire qu'il n'a pas de droit parce que mon plan est comme ça et qu'il est terminé et qu'il est bon. Voilà. Donc, on a fait une vague, 2 vagues, 3 vagues. Eh bien, 3 vagues, c'est quoi? C'est une correction. Donc, certes, c'est peut-être les 3 premières vagues de 5 vagues, mais ça peut être aussi également, tout simplement, une ABC. A, B, C, corrective. En mettant orange, voilà. Une correction. Alors, ce qui voudrait dire que le plan est potentiellement pas bon. On n'est pas dans une flat, mais plutôt, et ça je vous l'ai déjà dit, dans une correction 1, 2, 3, 4, 5 qui serait une première vague A ou W, peu importe. Non, d'ailleurs A, excusez-moi, vu que c'est en 5 mouvements. Donc une A, une grande B et ensuite une C. Alors je vais vous la mettre mais à côté parce que sinon on verra rien. Donc on aurait là, tout ça, ce serait une A. Là, on serait dans une B. Et ensuite, on aurait une C. Alors d'ailleurs, la C qui peut finir en double bottom ou aller plus bas, notamment chercher les 12 000, etc. C'est vraiment pas... Oh là, j'ai fait une connerie, j'ai mis un BCDE, mais c'est pas grave. C'est pas mon plan que je privilégie, mais il faut savoir que c'est toujours possible. Voilà. Donc, on pourrait être là-dedans. Donc là, il est possible, même si c'est peu probable, qu'on ait trouvé un top et qu'on aille voir les 12 000 $. C'est pour ça que si jamais c'est le cas, eh ben, j'aimerais bien être un peu dedans. Et d'où pourquoi je ne clôturerai pas le trade ici. Il y a une autre possibilité également. C'est que, alors je vais enlever ça. Comme je vous ai dit, A, B. La B, si on a une B, alors la A, vous voyez qu'elle a duré plus d'1 an, c'est ça? 1 an, exactement 1 an. Donc la A a duré 1 an. Donc la B peut durer, en général, va durer à peu près la moitié du temps, donc 6 mois. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça fait 3 mois. Donc la B pourrait être beaucoup plus longue que ça. Donc 1, 2, 3, ça pourrait juste être la moitié. Donc, et là, vu que c'est 3 mouvements, c'est pas une ABC, mais une WXY. Quand c'est 3, 3, 3, c'est WXY. ABC, c'est 5, 3, 5, 3, 5. Donc W, on a fait... Là, on va faire une X. Donc, du coup, on ira plus profondément que la 4. Vous voyez? Si, du coup, on revient là, par exemple, je sais pas, aux 19 000 $, et qu'on remonte, il y a peu de chances que ce soit un 2, 3, 4, 5. Il y a plus probable que ce soit une WXY, soit une leading diagonale, mais on en parlera après. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher les 25 000 qui sont un niveau important, ou les 28 000 qui sont un niveau important. On aurait fini nos WXY, on aurait fini notre B, donc A, B, et ensuite seulement là, on irait faire un double bottom ou plus bas, rechercher les 14 ou les 12 000 $. Donc vous voyez que il y a encore des scénarios baissiers possibles. On avait déjà vu ça, mais je tenais quand même à vous le rappeler. C'est bien entendu pas du tout les scénarios que je privilégie, mais il faut les avoir en tête. Parce que le marché fait ce qu'il veut et qu'on n'a pas toujours raison.
et que même si vous êtes persuadé que vous avez raison, non seulement d'un point de vue des vagues d'Elliott, mais également on a vu qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs qui nous ont donné des signaux bullish long terme. Donc c'est pour ça que ce scénario-là est largement privilégié. Je dirais qu'il a bien plus de 50%. Je suis plus autour des 70-80% de chances qu'on soit dans ce scénario. Mais il reste quand même minimum 20% de chances qu'on soit dans un mauvais scénario. Et donc il ne faut pas exclure les scénarios, tout simplement parce que ce n'est pas le vôtre. Il faut les avoir en tête. Et à partir du moment où les probabilités s'inverseront, ça veut dire que ce scénario aura moins de 50% de chances de se produire, eh bien, il ne faudra pas hésiter une seconde et passer dans l'autre scénario pour être dans le bon sens du mouvement, tout simplement. Bref, ensuite, pour finir, donc, alors, je vous avais dit dans la dernière vidéo, que j'attendais un dernier petit push. On a eu un petit push là, et on en a eu encore un autre. Tout simplement parce que, alors là, on va descendre en petit time frame. Là, on avait notre mini vague 4 du mouvement précédent où j'ai pris un long pour viser ces niveaux-là. Et là, vous voyez qu'on a 1, 2, 3. On n'a pas 5 vagues haussières. Alors, probablement 1, 2, 3. On n'a même pas encore 5 vagues haussières. Donc, c'est quelque chose de très difficile à décompter. Peut-être une ending diagonale, vous savez, qui se finit en 3 mouvements. Mais grosso modo, c'est pour ça que je me suis pas trop fait chier à décompter, parce que c'est très compliqué ici. Souvent, quand vous avez un range comme ça, quelque chose qui dure très longtemps, que ça s'étale, ça devient très compliqué à décompter. Donc, moi, je préfère pas me faire chier et regarder plutôt les gros time frames et tout simplement suivre mon plan. J'avais un plan qui se terminait ici, j'avais un short à prendre ici, je l'ai pris. Voilà. Je sais. Alors, il est toujours possible du coup 1, 2, 3, 4. Qu'on soit dans une ending diagonale, donc il reste un dernier push à faire. Vous savez que les ending diagonales, on peut la 4 peut venir manger le sommet de la 1. Et dans ce cas-là, on doit décompter du coup 3 mouvements. 1, 2, 3, ça semble pas mal. Et là, on aurait 1, 2, 3 et venir un peu plus haut. Pourquoi pas chercher les 25 000 $. Mais voilà, peu importe. Et dans ce cas-là, effectivement, eh bien, je me ferai prendre mon stop. Et mon short serait perdant, c'est pas grave, ça arrive. Et je verrai à ce moment-là, si j'ai les conditions, je reprendrai mon short plus haut. Voilà, mais pour l'instant, il y a juste à attendre. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit maintenant ou un peu plus haut, j'attends bien entendu cette vague 4 pour prendre mes profits si on ne va pas plus haut avant et ouvrir bien entendu un long pour viser la vague 5. Voilà. Et les objectifs de la vague 5, tout simplement, on l'avait fait ensemble dans la dernière vidéo. Je les ai réajustés par rapport aux nouvelles données qu'on a. Vu qu'on a fait un léger plus haut, j'ai dû réajuster. C'est ce que je vous dis. Dès qu'on a des nouvelles données, on refait le travail. Donc je vous ai refait le travail bien proprement. Bien entendu, c'est encore provisoire vu qu'on n'a pas le bas de la 4. On n'est même pas sûr d'être dans la 4. Mais si on est dans la 4, on n'a pas encore le bas. Alors on pourrait s'arrêter là. Moi, je l'ai mis au 0,38,2. Voilà, si on s'arrête au 0,236, il faudrait faire le travail, refaire le travail. Mais moi, je les ai mis au 0,382. Et voilà, les objectifs de la 5. Alors, à chaque fois, vous verrez qu'il y a 2 niveaux. Et en plus, ils sont bien à chaque fois, ils sont à côté. Et ça nous donne une petite zone. C'est tout simplement parce qu'il y a 2 possibilités, et je vous le rappelle encore, pour calculer des objectifs de vague 5. On peut le faire par rapport à la vague 1, comme on le fait pour la vague 3. C'est-à-dire, je vous le rappelle, la vague 3, on part au bas du départ, on va en haut de la 1, en bas de la 2, et ça nous donne ça. Et ça nous donne des objectifs. Là, on avait pour objectif 2,61,8. Eh bien, si au lieu de vous arrêter en bas de la 2, vous montez et vous arrêtez en bas de la 4, ça vous donne les objectifs, tout simplement, de la vague 5. Et donc, vous voyez qu'on a le premier objectif au 123,6, la ligne orange, ensuite au 161,8, ensuite au 261,8. Alors, c'est légèrement décalé parce que là, je ne l'ai pas placé... Oui, je ne l'ai pas placé, comment dire, j'ai fait le travail à la va-vite, mais tout à l'heure, je l'ai fait un peu plus proprement. Au 2,61,8, donc encore une ligne orange. Et pour finir, au 361,8, au 31 000 $. Cette méthode, c'est pas ma préférée. C'est par exemple la préférée, c'est celle que CMA utilise tout le temps. Mais cette méthode, c'est pas ma préférée. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on ne peut pas l'utiliser. Et qu'on est obligé, du coup, d'utiliser ma méthode.
c'est-à-dire à partir de la vague 3. C'est-à-dire tout simplement, on part au bas de la 2, on va en haut de la 3, et en bas de la 4, et ça nous donne les objectifs de la vague 5. Et là, les objectifs sont différents. Le premier objectif, c'est les 0,618, la ligne rouge. Voilà. Et là, ça nous donne du coup un petit niveau de confluence avec les objectifs. C'est pour ça que j'ai mis les deux lignes, un petit rectangle. Ensuite, on a les 1, la ligne rouge encore, un autre petit rectangle pour avoir double objectif. Vous pouvez regarder les deux comme moi je fais. Et pour finir, les 123,6. Alors bien sûr, on a aussi les 138,2 et les 161,8, mais c'est des cibles extrêmement bullish. Donc là, on reste dans le raisonnable. Et qui nous donne un dernier petit rectangle rouge. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis parce que même ceci, c'est des objectifs vraiment très bullish. Mes deux objectifs principaux sont celui-là, donc environ les 25 000 $, et celui-là, environ les 28 500 $. Ça tombe bien, c'est également nos objectifs graphiques. Rappelez-vous, les 25 000 $, niveau très important. Et, alors on va repasser du coup sur le premier graphique. On va nettoyer. On va passer en daily. Donc, on a nos 25 000 $ qui sont là, le dernier plus haut, le niveau à casser. Et également, les 28 000 $, c'est tout simplement le gros niveau, anciennement niveau de support, hein, bas du gros range. Oh, je vais même nettoyer encore plus. Voilà, le bas du gros range ici. C'est pour ça qu'il y a une zone, hein, vous voyez, un rectangle orange entre les 28 et les 30 000 $. Donc, niveau très important. Un niveau Fibo aussi, hein. C'est pour ça que c'était affiché en fait. Hop là, on descend, on met le Fibo de toute la chute, et on peut voir que le premier niveau important, c'est les 0,236, qui se trouve aux 28 000 $. Donc voilà, cette zone-là, très importante. Donc 25, 28 000 $. Si on casse ce niveau-là, l'objectif d'après, d'ailleurs, ceux qui jouent, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, ceux qui veulent jouer la cassure de la trendline, je vous rappelle, le mieux c'est en weekly, objectif 0,236 à 28 000 $. Deuxième objectif, 0,382, environ 36 000 $, et voyez que c'est également un niveau important de support. Ensuite, 0,5, également un niveau important, regardez, support, résistance, on travaille, résistance, on repart à la baisse, donc également un niveau important. Et pour finir, les 0,618 et 0,786, la zone de rechargement de short. 0,786, regardez, encore une fois, niveau très important, les 48 000 $ qu'on fait rejet ici, et également ici, ils ont été travaillés. Bref, si on prolonge la ligne, on peut voir qu'ici aussi, il y a eu quelque chose. Donc voilà, c'est les niveaux à prendre, les take profits à prendre si vous travaillez la cassure de la traînée. Bref, on repart dans nos Fibonacci. Les 25 et les 28 000 $, niveau très important. Donc c'est pour ça, entre autres, que c'est ces deux niveaux que je privilégie pour la vague 5, tout simplement. Alors bien entendu, on peut aller un peu plus haut, notamment c'est les 30 000 $. Ça reste les 30 000 $ dans, vous voyez, le gros niveau de résistance ici, 28-30 000. Donc, possible également qu'on ait aux 30 000 $, mais je privilégie quand même ces deux niveaux. Voilà. Donc ça, ce sera pour le trade haussier. Et pour finir, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Pour en revenir à l'histoire des deux méthodes, je vous disais qu'il y avait certains cas où la première méthode, celle que notamment qu'utilise CMA, elle n'était pas applicable. Je vais tout simplement vous montrer un exemple. Tesla, pourquoi Tesla? Parce que c'est une action que je suis, une action que j'ai acheté un peu vers ici, tout simplement parce qu'on était dans mon plan sur la vague 4. La vague 4, objectif 0,382. On est parti parfaitement prendre les 0,382, même légèrement en dessous, au 98. Donc il y avait les 0,382, les 100 psychologiques. Voilà, j'avais mis un ordre d'achat à 102. Ok, je suis dedans. Et pourquoi je l'avais en tête aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai un take profit qui a été atteint. Voilà, les 180 $. Encore une fois, vous voyez, on est venu chercher les 0,382. Mon premier take profit, c'est les 0,236 tout simplement, qui correspondent en plus graphiquement parfaitement avec, vous voyez, ce niveau de support, double support ici, même triple support ici. Donc niveau important. En plus, un chiffre rond, un peu 180 $. Donc, j'ai pris des gros profits ici. Voilà, sur Tesla. Et après, une entrée à 102 $. Pourquoi 102 $? Parce que je ne prends jamais d'entrée sur les chiffres ronds. Donc, 100 $, moi, je mets un peu plus haut. Donc, 102, 104, etc. 80 $, là, vous voyez, c'était pas 180. On est allé aux 180 $. Mais moi, mon take profit, c'était pas 180 $, c'était 178 $. Voilà, donc j'ai pris mon premier take profit. J'ai un deuxième take profit, je ne sais plus où, ici. Et puis pour finir, ce sera le dernier plus haut. Mais j'ai déjà pris la majeure partie de mes profits. Et j'avais pris un petit profit de sécurité, si je me souviens bien,
quelque chose vers les 148 $ encore une fois, parce que c'était, je crois, que le niveau 120. Enfin bref, c'était un niveau Fibo sur la chute. Alors, exemple, donc on va s'enlever ça. Ouais, on est en weekly. Donc, alors, derrière le plan, regardez pas, parce que la une, je sais pas encore où la mettre. Avant, elle était là, parce que je vous l'avais déjà montré une fois Tesla en vidéo. Et là, je l'ai mis là. J'ai pas encore pris la décision finale, mais quoi qu'il en soit, on s'en fout que la une, vu que c'est loin maintenant, la 2 est bien là. Donc, on va faire le travail. Je fais mes objectifs. Voilà. Et regardez les objectifs de la vague 3. Eh bien, ils sont largement, largement dépassés. Vous voyez, là, c'est l'objectif maximal. Ensuite, ça veut dire que c'est des extensions. Donc, l'objectif de la vague 4 ne va pas être bon. Parce que regardez, si on a bien fini la 4, regardez où sont l'objectif de la vague 4. Ils sont en dessous de la vague 5, excusez-moi, l'objectif de la vague 5 sont en dessous de l'objectif de la vague 3. Alors, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Hop là, c'est les sous-vagues. Voilà, la vague 3 est ici. Les objectifs de la vague 5 sont en dessous de la vague 3, donc on aura une 5 tronquée. Vous voyez, donc on ne peut pas utiliser dans ce cas de figure quand on a une 3 forte. Et là, vous dites, mais la 3, elle n'a pas l'air si forte que ça par rapport à la 1. N'oubliez pas que je suis en log. Voilà, je vais vous montrer un tour de magie. Regardez, vous vous dites, là, la 3, elle n'est pas si forte par rapport à la 1. Eh bien, si on enlève le log, voilà, ça, c'est notre... Je vous remets les graphiques. Ça, c'est notre vague 1, vague 2, et là, c'est la vague 3. Vous voyez la vague 3? La vague 3 est très forte. Voilà, donc quand on a une vague 3 très forte, on ne peut pas calculer les objectifs comme ça. Et donc, on est obligé de prendre ma méthode. C'est pour ça que c'est la méthode que je préfère. Parce qu'avec ma méthode, du coup, on peut avoir des objectifs. Hop, comme ça, et comme ça. Et là, les objectifs, c'est tout simplement, premier objectif, les 1, donc 500. Ensuite, on a les 123,6, si je le trouve, c'est la petite ligne rouge ici, donc les 617 $. Et les 161,8, qui sont environ les 760 $. Et ensuite, si on est vraiment très bullish, mais alors c'est vraiment très bullish, hein, c'est pas les cibles à privilégier, ce sera les 1150, puis 1500, et là, bon, là, ça devient et 2000 $, mais là, ça devient des cibles extrêmement, extrêmement bullish, et pas du tout à privilégier. Voilà, donc sur Tesla, moi, je privilégie plutôt au maximum, en restant raisonnable, les 700 et quelques $. Voilà, bref, c'était pour vous montrer pourquoi, parce qu'on m'avait posé la question, pourquoi je préférais tout simplement prendre les objectifs à partir de cette vague-là et pas de la vague 1, parce que de temps en temps, avec la vague 1, c'est pas possible. Voilà. Mais en général, je fais quand même le travail pour les deux et je regarde les points de confluence et ça donne une petite zone. Voilà. Et donc j'aime bien, vous voyez, des fois c'est propre, des fois ça me donne des zones totalement différentes, mais des fois, vous voyez, là, ça me donne des niveaux assez proches et ça me permet de faire un petit rectangle et une petite zone, 3 petites zones. Ouais, je pourrais remettre une dernière si vous voulez, mais c'est pas celle que je privilégie. Hop, en plus, au hasard, elle s'est calée parfaitement là où il fallait. Donc voilà, donc j'ai mes 3 zones de take profit pour mon futur trade si on atteint les objectifs. Et si bien entendu, ensuite, mon stop n'est pas pris, parce que j'ai dit on pourrait aller plus bas, même si c'est pas à privilégier. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. La vidéo est même un peu plus longue que prévu, parce que je parle, et je m'arrête pas. Donc, on se retrouve demain pour, encore une fois, voir ce qui se passe sur du court terme, et continuer tout au long de la semaine l'analyse weekly, et refaire le tour, comme je vous ai dit, de tous les indicateurs qu'on a vus dans les 2 vidéos sur l'analyse long terme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!